nắm thương dạng điều thánh thánh, sầu thương nọ huệ nửa văn nến thơ. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre la belle chanson vietnamienne Mur Oi Tu Ong. J'espère que je n'ai pas trop écorché la langue vietnamienne. Alors cette chanson a été choisie par Ghislain Bélorgey et elle a été interprétée par Avi. Alors nous sommes toujours en compagnie de Ghislain Bélorgey, photographe, correspondant de guerre au Vietnam pendant l'agression des États-Unis. On va décrire un peu cette photo qu'on a vue donc à Publico, qui date donc de 1967. 1967, oui. Et dans quelles circonstances elle a été prise? Alors, l'armée américaine faisait des bases, des petites bases en pleine jungle, hein. Et là, c'était le cas. C'était une petite base. Alors, je ne saurais pas la situer sur une carte du Vietnam, hein. C'est à la fois trop ancien et c'est des bases qui n'étaient pas rattachées à une ville géographique. Il y avait bien des villes ou des villages à une certaine distance, mais enfin, je ne sais plus du tout. On arrivait, le moyen de transport là-bas, le plus commun, c'était l'hélicoptère. Donc on arrivait dans une base en hélicoptère. Cette base, elle avait été attaquée 1 ou 2 jours avant. Et ça s'était passé comme la plupart du temps. Ça s'était plutôt passé mal pour les assaillants parce que les assaillants étaient reçus par des mitrailleuses dans des bunkers, plus des canons qui tiraient à l'horizontale quand c'était ce cas de figure. Et puis j'ai trouvé il restait des corps des Viet Cong, et puis il y avait cette main qui était accrochée dans le barbelé de la ceinture fortifiée autour de cette base. Voilà, bon. Rien de. Moi, quand je suis rentré à Saigon, l'agence, la société de presse a développé mes films comme d'habitude. Le chef du bureau photo a vu cette photo, l'a regardée et puis finalement m'a dit ça on ne le prend pas, c'est trop horrible. Et ça a été quand même un jour de chance parce que sinon j'aurais gagné $15. C'était $15 la photo. Donc c'est une somme ridicule qui correspond aujourd'hui à 12 €. Et bon, alors c'est pas vraiment l'histoire des droits. Bon, elle aurait pu, à la limite, je sais pas ce qu'elle serait devenue, mais j'aurais quand même perdu le négatif, de toute façon. Après, que les milieux militants prennent les photos à droite, à gauche et les utilisent, tiens, on va dire que c'est de bonne guerre par rapport au système capitaliste qui lui-même représente bien la guerre en général. Bon, c'est vrai que moi, quand je suis rentré du Vietnam, je sentais que nous étions en guerre et que je me disais que l'ennemi était dans nos pays riches, développés, en Europe, aux États-Unis, et que voilà, qu'il fallait combattre là. À ce moment-là, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai été amené assez vite à contacter et à fréquenter des groupes militants, marginaux. Voilà. Pour moi, c'était là où devaient se porter les efforts. Par contre, c'est vrai que j'ai échappé complètement
au mouvement de mai 68 en France. J'allais au bureau de l'AFP. Je crois qu'ils étaient rue Pasteur à Saigon. Il y a toujours des rues de médecins français au Vietnam, même aujourd'hui, en pays communiste. Il y a toujours des rues Pasteur, Calmette, bon, voilà. Et j'allais aux nouvelles et je me disais, est-ce que je rentre en France, est-ce que je rentre pas? Mais alors qu'en mai, il y a eu une deuxième offensive. Il y a eu l'offensive du Tet au mois de février 68, puis en mai, il y a eu une rebelote. Alors, pour moi qui étais encore indépendant, c'était important de continuer à travailler, et après il faut se faire connaître. Finalement, la société de presse m'a proposé de m'employer. Mais quand on est indépendant, bon, c'est un peu délicat. Alors je me suis dit, oh, bon, mais si c'est une révolution, la Révolution française a duré 4 ans, donc j'ai le temps de voir venir. J'étais quand même très optimiste. Bon, finalement, un jour j'ai été employé par la société de presse, j'ai travaillé 6 mois pour eux, j'ai démissionné pour rejoindre une amie en Inde et puis voyager en Inde, au Népal, jusqu'à ce que je vois que la guerre avait commencé au Cambodge avec un coup d'État contre Sihanouk qui était en voyage officiel entre la Chine et l'URSS. Et là, il y avait la main, la patte des Américains derrière. Et quand je suis revenu à Saigon, on m'a proposé de partir au Cambodge parce que au Cambodge, à cette époque-là, pratiquement personne ne parlait anglais. Donc il valait mieux envoyer un Français là-bas. De même qu'en 69, nous étions 2 Français à la société de presse et ils ont essayé de nous envoyer à Hanoï pour les funérailles de Ho Chi Minh parce que nous avions une chance d'obtenir un visa, mais on n'a pas eu le visa. On est allé dans le pays de départ pour un avion du CICR, c'est en fait la Croix-Rouge, qui partait une fois par semaine de Vientiane au Laos à Hanoï. Et pourquoi Vientiane? Parce qu'il y avait une représentation du Nord-Vietnam. Parce que officiellement, le Laos était neutre à cette époque-là. Et en réalité, les Américains faisaient déjà une guerre en sous-main, mais par le biais de leur ambassade. Comment contourner le fait de ne pas pouvoir avoir des militaires dans un pays, donc là c'était le cas au Laos, eh bien la parade, c'est que dans une ambassade, vous avez 1 ou 2 attachés militaires. Eh bien là, ils en avaient 5000. Ah bah oui, là ils ont fait ça plusieurs fois déjà dans leur histoire. On ne peut pas envoyer de militaires dans tel pays, mais on envoie des attachés militaires. Bon. Et alors après, au Cambodge, ça a duré aussi plusieurs années. Au Cambodge, on était dans des conditions, ça a duré plusieurs années, comme au Vietnam, finalement, ça a duré jusqu'en 75, mais le problème au Cambodge, c'est que d'un seul coup, on se retrouvait avec des moyens complètement différents pour faire ce travail photo. Donc il y avait
on travaillait en duo. Là, on avait un bureau Associated Press composé d'un journaliste et d'un photographe, c'est tout, deux personnes. Et le journaliste louait le bureau à l'hôtel, en fait une chambre d'hôtel qui nous servait de bureau, et puis moi je louais la voiture. Et quand je suis arrivé, j'ai vu que on avait déjà une Mercedes en location. Ça ne me plaisait pas du tout parce que je pouvais quand même faire l'effort de me mettre à la place de ces jeunes paysans qui étaient enrôlés dans le mouvement Khmer Rouge et à qui on avait dit que les étrangers étaient des espions à la solde des Américains, etc., etc. Et au début de la guerre au Cambodge, moi j'étais encore en voyage du côté du Népal, mais il y a beaucoup de journalistes qui sont passés, comme c'est des pays qui ont une frontière commune. Il y a beaucoup de journalistes qui sont passés en moto, en jeep au Cambodge. Et il y a eu 17 disparus, on les a considérés comme des disparus. J'avais des copains parmi eux, des gens que je connaissais très bien, comme Sean Flynn, qui était le fils d'un acteur de film de KPDP, Errol Flynn. Oui. Et ces disparus, en fait, ils étaient bel et bien morts, on ne les a jamais retrouvés, ils ont été mitraillés sur les routes comme ça. Et donc, les conditions de travail étaient... Donc, j'ai rendu vite fait, bien fait la Mercedes, j'ai loué une petite voiture japonaise beaucoup plus discrète, mais le risque au Cambodge, c'était ça, c'était de se déplacer sur les routes. Et en fait, en un an, à part une fois où je suis allé à Siem Reap, c'est la petite ville à côté du complexe de temples d'Angkor, Angkor Wat et tous les temples là. Cette fois-là, je n'ai pas pu aller jusqu'au temple qui était occupé par les Khmers rouges, mais à Siem Reap, j'ai appris que la ligne de chemin de fer entre Battambang et Phnom Penh avait sauté, donc j'ai dû passer par la Thaïlande pour revenir, et j'ai eu le témoignage d'un touriste espagnol qui avait été retenu dans le complexe de Temple, dans un hôtel du complexe de Temple. C'était les derniers touristes qui ont été libérés par les Khmers rouges, et après il n'y a plus du tout eu de tourisme pendant tout le reste de la durée de la guerre. Donc là c'était intéressant, j'ai recueilli son témoignage, je suis passé par Bangkok pour revenir à Phnom Penh. Sinon, d'une façon générale, en un an, on n'est jamais allé plus loin que 110 km de Phnom Penh, grand maximum. En général, on allait à 30-50 km de Phnom Penh, et après tout le reste du pays était occupé par les Khmers rouges, et c'était même pas la peine d'y penser, quoi. Alors ces photos étaient aussi destinées aux agences américaines. Quel type de photos tu pouvais faire là-bas dans ces cas-là? Alors, si on veut comparer entre la propagande de l'armée américaine qui bien sûr exagérait les pertes de l'ennemi et minimisait les siennes, comme tous les militaires du monde, mais ils nous mentaient, mais moins que les officiels sud-vietnamiens, et les officiels sud-vietnamiens nous mentaient moins que les officiels Khmer. Là, c'était le record. Au Cambodge, il y avait une conférence de presse chaque jour. On y allait parce qu'il fallait se mettre... mais bon, voilà, ça s'appelle un peu lire entre les lignes. Il fallait, à travers ce qu'ils nous disaient,
essayer de se faire une idée, et on savait qu'il mentait énormément, quoi. Sinon, il n'y avait pas vraiment de censure. Il y a une histoire de censure qui est intéressante à raconter, c'est que pendant un an, on n'a jamais entendu les officiels cambodgiens parler des Khmers rouges, jamais, parce qu'officiellement, eux, ils niaient complètement l'existence des Khmers rouges. Ils disaient que leur pays était agressé par les impérialistes nord-vietnamiens. Et j'ai encore une lettre que j'avais envoyée à mes parents, il y a le tampon de la censure dessus, et c'est censuré par Cambodge agressé par impérialistes nord-vietnamiens. C'était ça le tampon de censure. Je pense pas qu'ils lisaient les lettres, mais il fallait qu'ils mettent quand même un tampon de censure. Mais c'est ça, c'est que officiellement, les Khmers rouges n'existaient pas. Donc après, les Khmers rouges, on s'est bien aperçu qu'ils existaient, parce qu'ils ont été quand même très différents des communistes vietnamiens. Mais bon, au début, tout au début, moi je n'étais plus là, mais j'ai lu évidemment de la presse, des articles de presse qui concernaient l'arrivée des Khmers rouges à Phnom Penh en 1975. Dans un premier temps, ils ont été bien accueillis. Hein. Ils ont vidé les banques de l'argent, ils ont brûlé l'argent. Mais moi, je trouvais ça formidable, parce que pour moi, c'est très simple. Il avait été formé en France, Potpol. Oui. Il était étudiant en France. Et pour moi, au XXe siècle, il y a eu deux tentatives radicales d'élimination du système capitaliste, avec des moyens diamétralement opposés. Ça a été l'expérience des libertaires espagnols à part 36-37 en Espagne, et puis les Khmers rouges. Parce qu'arriver dans une ville, vider les banques, dire c'est fini l'argent, ça n'a plus lieu d'être. Bon, c'est après qu'il y a eu des rives, qu'ils ont vidé les villes, qu'ils ont emmené les gens dans les campagnes et que... Quand les Vietnamiens sont intervenus au Cambodge, est-ce que tu as eu des réactions du côté vietnamien? Pourquoi ils sont intervenus justement pour remettre fin à ce régime des Khmers rouges? Et comment c'est perçu aujourd'hui au Vietnam? Parce que les Cambodgiens n'étaient pas très d'accord quand ils sont arrivés. Bien sûr. Mais là, il faut parler de géopolitique pour toute la région indochinoise jusqu'à la Chine. Parce que pendant la guerre du Vietnam, malgré leurs dissensions, l'URSS et la Chine ont fait ce qu'il fallait pour que les armes lourdes fournies par l'URSS parviennent au Vietnam, donc à travers la Chine. Et la Chine, elle, alimentait le Nord-Vietnam plutôt avec les armes légères. Et après, il y avait déjà donc quand même ce différend fort, parce qu'ils se sont même affrontés entre les Russes et les Chinois. Mais ces dissensions se sont retrouvées dans les partis communistes, et le Parti communiste vietnamien était pro-soviétique, et le mouvement Khmer Rouge était pro-chinois. Et quand les Vietnamiens sont rentrés au Cambodge et ont éliminé les Khmers rouges, la Chine était très en colère et est rentrée au Nord-Vietnam militairement, est intervenue contre le Vietnam. Ils sont passés par Lao Cai et d'autres points au Nord-Vietnam. Sauf que c'était en 79 et le Vietnam était un pays encore 4 ans après la fin de la guerre, extrêmement aguerri, avec une armée extrêmement forte qui venait de mettre la pâtée
à la plus grande puissance militaire du monde. Donc ils ont rejeté les Chinois. Ils leur ont mis la pâtée. Et les Chinois sont repartis. Et par contre, aujourd'hui, mes amis vietnamiens m'envoient assez régulièrement des messages qui concernent la surpuissance militaire de la Chine aujourd'hui. Et les Vietnamiens ont beaucoup de craintes par rapport à ce nouvel impérialisme. Bon, pour moi, l'impérialisme, il est lié tout simplement à la puissance des pays. Pour moi, tout pays puissant est impérialiste. Donc là, actuellement, ben oui, la Chine, ça c'est clair. Alors, vous savez que en mer de Chine, eh bien, il y a des gros différends parce que, alors qui concernent le Japon, Taïwan, bien sûr, la Corée du Sud, les Philippines, même la Malaisie et surtout le Vietnam, et il y a des îles qui sont revendiquées par les Chinois, et là, c'est potentiellement dangereux, bien sûr. Je vous rappelle que nous sommes en conversation avec Ghislain Bélorger, photographe, qui a couvert la guerre des Américains au Vietnam. Alors, tu es toujours en contact avec des amis au Vietnam, et est-ce que tu te sens encore proche de tout ce pays où tu as photographié, gardé beaucoup où tu as eu, en somme, une grande partie de la jeunesse, là? Oui, alors je me sens très proche, j'aime beaucoup le Vietnam et les Vietnamiens. Le problème, c'est que si j'ai eu, à l'époque de la guerre, un minimum de sympathie, mais je partageais déjà les idées libertaires, donc je ne me sentais pas idéologiquement proche des communistes, mais néanmoins, c'est eux qui souffraient de l'impérialisme américain qui n'avait rien à faire là-bas. Et bon, quand des amis m'ont demandé, je suis rentré en France 2 fois, en 66 et en 68, un tout petit peu en 68, mais le mouvement était déjà terminé. Mais je suis quand même allé en Italie, à Carrare, à cette grande rencontre internationale des fédérations anarchistes. Et ce que des amis m'ont demandé, l'un était bouddhiste, les autres sont ceux que j'ai retrouvés, me rapporter des ouvrages écrits par des communistes. Ça, je l'ai fait, ça ne me dérangeait pas. Il fallait simplement, faut reconnaître qu'en tant que Français, j'avais très peu de chance de me faire fouiller à l'aéroport et qui tombe là-dessus, quoi. Mais bon, voilà. Sinon, non. Aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que il y a des gens pauvres, il y a des paysans qui sont âgés, bien sûr, et qui se sont battus dans ce mouvement communiste, et je me dis, mais c'est scandaleux ce qui se passe pour eux, alors que les Vietnamiens qui étaient pro-américains, pro-régime des généraux du Sud, qui sont partis, ce ne sont pas des boat people, hein. Ce sont des gens qui avaient déjà de l'argent, qui sont partis, soit en avion, soit en bateau, mais et qu'on a appelé les Viet Kieu. Et aujourd'hui, on les accueille à bras ouverts. Ils peuvent revenir avec leur argent et faire ce qu'ils veulent au Vietnam. Et ça, alors que le régime est toujours soi-disant communiste. Et ça, pour les gens qui se sont battus et qui, eux, sont des gens pauvres, c'est scandaleux, quoi. C'est scandaleux.
Oui, c'est ce que j'ai pu constater d'ailleurs il y a 2 ans dans le Nord-Vietnam, où pour tracer des routes pour le tourisme, on était prêt à écraser toutes les maisons qui étaient autour de la route. C'est-à-dire que bon, le régime ne se gênait pas pour justement faire place pour l'économie, pour le capitalisme. C'était pas des pauvres ni des paysans en fait. Ben, c'est un peu comme l'attitude du gouvernement vietnamien vis-à-vis des minorités ethniques. Il y a une chaîne de télévision qui est consacrée aux minorités ethniques, mais en fait, on sent bien que c'est pour le tourisme. On va montrer les gens des minorités dans leurs costumes ethniques, dans des démonstrations de danse et tout ça, mais quand je suis allé à Sapa et que j'ai vu il y a quelques années qu'il y avait un grand marché sous tente sur la place principale de Sapa avec des vendeurs bon vietnamiens, vietnamiennes qui vendent la pacotille venue de Chine et que les Hmongs que je connais, que je fréquente, les femmes Hmongs qui viennent vendre leur artisanat, elles n'avaient pas du tout droit d'avoir un espace préservé comme ça. Alors elles vendent dans la rue et puis elles sont à la merci de l'arbitraire des flics. Ben voilà, c'est encore scandaleux. Bon, bien sûr. Il n'y a pas longtemps, tu m'as envoyé une photo, c'était sur le Laos, des femmes qui travaillaient debout, qui faisaient du tissage. Ah oui, ça c'est... Alors effectivement, c'est au Laos, chez les Lenten. Oui, ben, elles travaillent dans leur village de façon traditionnelle. Alors les Lenten sont de ces minorités ethniques qui ont conservé leur costume ethnique. Elles tissent, elles font un tissu blanc de coton, et ce tissu est teinté, c'est elles qui font la teinture, comme dans pratiquement toutes les minorités ethniques. Elles teignent à partir de l'indigo, qui est une plante qui pousse là-bas, et généralement autour des villages on trouve l'indigo. En tout cas chez les Hmongs là au Nord-Vietnam, il y a l'indigo pratiquement qui pousse déjà pratiquement sur le pas de la porte. Au Nord-Vietnam, on trouve principalement les Yao et les Hmongs. Après, si on va au centre-Vietnam, on a des minorités ethniques qui sont d'origine complètement différente. Les Yao, les Hmongs viennent de l'intérieur, viennent de la Chine, oui, plutôt de la Chine. Et au centre-Vietnam, on a des minorités ethniques qui sont d'origine malayo-polynésienne, qui sont venues par la mer. Nous sommes prêts à continuer ce voyage instructif à bien des égards avec le photographe Ghislain Bélorgey, mais il faut dire que le format de notre émission Civis Pacem nous oblige maintenant à interrompre notre conversation. Alors, pour satisfaire les auditeurs de Civis Pacem, nous diffuserons prochainement la fin de notre entretien avec Ghislain Bélorgey. Il nous a parlé plus longuement de l'Afghanistan, de la Palestine, du Costa Rica, des pays de l'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement du Burkina Faso et de Thomas Sankara. Je vous signale quand même que vous pouvez retrouver les photos de Ghislain Bélorgey sur un moteur de recherche en cherchant sur Internet. Ça permettra de vous rendre compte de la qualité du regard de ce photographe. Et maintenant, pour finir, Ghislain Bélorgey nous a réservé une surprise. Pour chanter Veni Creator, faut-il avoir chasuble d'or? Pour chanter Veni Creator, faut-il avoir chasuble d'or? Nous en tissons pour vos gens de l'église, et nous pauvres canuts n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous allons tout nus.
Pour gouverner, faut-il avoir manteaux ou rubans en sautoir? Pour gouverner, faut-il avoir manteaux ou rubans en sautoir? Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. Bravo! Bravo, Ghislain. Alors, bon, Et c'est a cappella, c'est en plein, plus, c'est hein, plein, cappella. c'est plein d'espoir, évidemment. Alors on va finir sur cette note d'espoir. D'accord. Bon, merci Ghislain, merci beaucoup. Et merci à Elvira qui nous a permis de rencontrer ce grand photographe Ghislain Bélorgey. Et je vous dis maintenant à la semaine prochaine à l'écoute de notre émission Civis Pacem.